Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc, sur ce parcours autour voilà, des technologies où la chimie et la biologie coopèrent, avec évidemment, comme chaque fois, puisqu'on parle de technologie, quand même la vision d'une application. Et donc, effectivement, c'est toujours un continuum entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et voilà, aujourd'hui, je vais évoquer... alors, la dernière fois, j'avais dit que je ne parlerai pas de biologie, je parlerai plus de biologie synthétique ou d'ingénierie métabolique, parce que j'en ai fait beaucoup l'année dernière. Néanmoins, je me suis trompé la semaine dernière, et effectivement, ce cours va en parler un petit peu, pas pour parler au fond des méthodes de l'ingénierie métabolique ou de la biologie de synthèse, mais pour dire que dans le contexte de ces bioélectrodes, effectivement, on peut aussi utiliser des organismes, des micro-organismes qui sont lourdement manipulés pour produire le composé qu'on souhaite avoir. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais dans la liste des cours, il y a à plusieurs reprises biotechnologie pour le stockage d'énergie. Bon, je reviens, je n'avais pas du tout parlé d'énergie l'année dernière, je reviens à une de mes lubies, donc les questions énergétiques, la question des énergies renouvelables. Et donc à nouveau, je vais revenir sur des choses que peut-être certains d'entre vous ont entendues au cours des années précédentes. Mais je voudrais donc revenir sur la question centrale du stockage, des problèmes de stockage d'énergie. Je passerai rapidement sur les biocarburants et leurs problèmes, et en discutant des faibles rendements de la photosynthèse naturelle. Et je vais plus particulièrement parler de la transformation du CO2, aujourd'hui, même si, comme vous l'avez vu peut-être dans certains titres, dans les semaines suivantes, on parlera aussi d'hydrogène. Et plus particulièrement aujourd'hui, donc, je vais parler de ces usines cellulaires que sont les micro-organismes. Et évidemment, il faut une source d'énergie, et vous verrez comment ces micro-organismes, dans des systèmes, je dirais, artificiels, non naturels, peuvent acquérir de l'énergie, des électrons et du CO2 comme source de carbone. Voilà. Alors à nouveau, vous savez le contexte. Aujourd'hui, c'est ce contexte de la transition énergétique qui semble constituer un objectif majeur de la plupart des pays dans le monde. On a vécu avec la COP21 un moment fort pour discuter des perspectives. Et comme vous le savez, aujourd'hui, donc, vous voyez, sur à peu près un peu plus d'un siècle et demi, la variation de la température et donc une augmentation de température significative qui inquiète et qui conduit à penser que, eh bien, il faut s'y attaquer à travers une transition, on pourrait même dire une révolution énergétique où petit à petit, on va se passer d'abord des énergies fossiles, ensuite de l'énergie nucléaire, ou bien dans le sens inverse, pour passer aux énergies renouvelables. Ça, c'est juste pour vous indiquer les différents scénarios du GIEC. Il y a un scénario optimiste, espérons qu'on est sur celui-là, et puis il y a un scénario pessimiste, et puis il y a tous les scénarios entre les deux choses. Voilà. Quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de choses qui sont assez évidentes, et puis on oublie cette question du stockage, et je vais vous dire pourquoi c'est une erreur de l'oublier. Voilà. Si on parle d'énergie renouvelable, évidemment, on pense en premier à l'énergie solaire. Pourquoi ? Parce que sur un diagramme comme ça, vous voyez bien qu'il y a un diagramme en puissance, hein, ce n'est pas un diagramme en énergie, mais vous voyez qu'on a à peu près 100 000 terawatts de puissance qui arrivent sur la Terre, alors qu'actuellement, la puissance consommée par la planète, c'est de l'ordre de 16 terawatts, et on peut imaginer qu'on aura un peu moins d'un doublement dans les 30-40 prochaines années,
pour arriver à 26-27 terawatts. Et donc, vous voyez que c'est représenté ici. C'est une échelle logarithmique, attention. Et donc, vous voyez que le Soleil est à même de nous fournir l'énergie nécessaire. Si c'était évidemment aussi simple que ça, il y a longtemps qu'on marcherait au Soleil. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour diverses raisons, et en particulier parce que, d'une part, ce Soleil est relativement dilué, ce qui veut dire que, de toute façon, si on veut utiliser le Soleil, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut qu'on soit d'accord, tous, sur la planète, pour consacrer une surface gigantesque, enfin très importante, à la collecte de l'énergie solaire. Juste pour l'électricité, hein, vous voyez, eh bien, c'est une surface comme ça qui, c'est à la fois peu, hein, quand on la compare à la France, mais c'est quand même beaucoup. Le deuxième problème, et là on arrive sur la question du stockage, c'est évidemment l'intermittence. Il y a des moments, évidemment, où il n'y a pas de soleil, vous le savez, et donc il faut du stockage. Il faut du stockage de l'énergie, et je vais évoquer les différentes stratégies de stockage très rapidement, parce que je veux arriver à ces électrodes microbiennes pour faire du stockage chimique. Donc il y a le stockage électrochimique, hein, c'est les batteries, donc je n'en dirai rien, parce que ce n'est pas l'objet ni des choses qu'on fait au laboratoire, ni de ce cours. Il y a la biomasse, les biocarburants, c'est le stockage chimique en quelque sorte naturel, et là j'irai très très vite. Et puis je commencerai à parler du stockage chimique, c'est-à-dire la décomposition de l'eau ou la conversion du CO2 en carburant ou en molécules carbonées. Il faut savoir que le problème de l'intermittence est un problème très très compliqué dès lors qu'on a envie de mettre ces énergies intermittentes électriques dans le réseau général électrique. Il faut savoir qu'il faut absolument, pour que le réseau fonctionne, que les entrées soient équilibrées avec les sorties. Les sorties qui alimentent eh bien, tout notre système. Voilà. Et évidemment, vous comprenez bien que si ici ça fluctue en permanence, ça va être très très difficile d'équilibrer. Et en général, quand on fait ça, quand on introduit beaucoup d'énergie intermittente à l'entrée, on est obligé d'équilibrer essentiellement aujourd'hui avec des centrales thermiques, donc avec des hydrocarbures qu'on brûle. On ne sait pas faire autrement. Je voudrais juste vous donner une idée de ce que signifient les besoins en stockage énergétique, et je vais prendre le cas de la France, avec des chiffres qui sont les chiffres de l'année 2013. Ce diagramme vous donne le niveau d'intermittence du soleil et du vent et de l'éolien. Vous voyez, en solaire, c'est jaune, et en éolien, c'est bleu. Donc, vous voyez la très grande variabilité de puissance électrique qui est produite en fonction du temps. Donc, et par ailleurs, il faut noter, hein, ici, vous voyez le facteur de charge, vous voyez qu'il faut installer pratiquement 10 fois plus de puissance que ce qui est produit. Pour l'éolien, c'est 5 fois plus. Donc il faut savoir aussi que l'utilisation de ces énergies renouvelables conduit à installer en termes de puissance beaucoup plus que ce qu'on utilise. Alors, quels sont les besoins de stockage dans ces conditions-là, dans ces conditions d'intermittence? Alors, je voudrais faire référence à un travail d'experts qui a fait les hypothèses suivantes et qui obtient les résultats suivants. Vous faites une première hypothèse que la production électrique française en 2013 est de 547 TWh par an. Là, ce sont des énergies. Vous faites l'hypothèse qui est celle qui est inscrite dans la loi maintenant, hein, sur la transition énergétique, la loi française, à savoir que vous avez 50% d'énergie nucléaire. Que vous maintenez le niveau d'énergie hydroélectrique et biomasse et déchets à l'état où ils sont aujourd'hui.
Et ça veut dire qu'il faut 193 TWh par an. Alors, ces gens-là ont fait l'hypothèse que ce reste est assuré par des énergies renouvelables, donc 100% d'énergie renouvelable. Et si vous regardez ce qui se passe en France, c'est à peu près ça. En gros, vous avez la moitié de l'année. C'est pas, ici, vous voyez, ce n'est pas le temps. Enfin, c'est une année répartie. Enfin, c'est une représentation qui n'est pas en fonction des mois et de l'année, mais on a tout ramassé sur le même espace pour montrer qu'à peu près une moitié de l'année, on produit avec les énergies renouvelables plus que ce dont on a besoin. Donc, soit on stocke, c'est très bien, soit on ne stocke pas et on perd. Et puis une autre partie de l'année où on n'a pas assez. Et si on a pu stocker, eh bien c'est là qu'on va utiliser cette énergie stockée, et ça c'est évidemment le cas le plus favorable. Et si on n'a pas stocké, eh bien il faut assurer ce manque d'énergie, et en général, ce qui est prévu, c'est que ce soit par des énergies fossiles. De sorte que le calcul montre qu'il faut une capacité de stockage de 14 TWh par an. Eh bien, quelles sont nos capacités de stockage en France, par exemple? Eh bien, nos capacités de stockage, c'est, pour donner un ordre de grandeur, hein, vous voyez, le plus grand barrage en France, c'est le barrage de Grand-Maison, et sa capacité de stockage, c'est de l'ordre de 35 gigawattheures par an. Donc ça voudrait dire que si on voulait faire de stocker ces énergies dans des barrages, il faudrait construire 400 barrages de Grand-Maison. Et aujourd'hui, en France, il y a un site où on peut faire un barrage comme ça, et il est déjà occupé, c'est celui de Grand-Maison. Donc c'est pour vous donner l'ampleur du problème, de sorte qu'il faut véritablement inventer des nouvelles stratégies de stockage. Alors, à nouveau, je reviens sur le fait que ça peut être du stockage chimique, ça peut être du stockage électrochimique ou ça peut être du stockage naturel. Alors, quand on parle de stockage, on peut voir ça de la façon suivante, et je parle de la molécule de CO2. En gros, si on peut... Alors, dans un contexte où, effectivement, on a envie d'utiliser le CO2 qui est dans l'atmosphère ou qu'on produit massivement à l'échelle des cimenteries, des centrales thermiques, enfin, etc., des gros sites de production de CO2, et non pas pour résoudre le problème du réchauffement climatique, hein, parce que de toute façon, on n'atteindra pas les échelles nécessaires pour compenser la production massive de CO2 dans l'atmosphère, donc oubliez ça comme objectif. Mais l'intérêt du CO2, c'est qu'effectivement, on a une source de carbone qui est très très abondante. Si on en enlève un peu de l'atmosphère, c'est très bien. Et puis par ailleurs, notre monde est carboné. Toutes les molécules qui sont autour de nous, toute l'industrie chimique, c'est une industrie du carbone. Et donc, effectivement, si on pouvait transformer cette molécule qui est extrêmement stable en molécules, appelons hydrocarbures, en matière organique, dans son énergie, grâce à l'incorporation d'énergie solaire dans le CO2, hein, cette énergie se retrouvant maintenant stockée sous la forme de liaisons chimiques nouvelles entre carbone et carbone, entre carbone et hydrogène, enfin, etc. Donc on a stocké ici, on a de l'énergie chimique, donc on a bien transformé de l'énergie solaire en énergie chimique, donc on a fait du stockage, donc ça c'est une façon de stocker l'énergie. Et ensuite, évidemment, ça n'a de sens que si cette énergie stockée peut être réutilisée, et effectivement, il faut revenir en arrière à travers la combustion de ces hydrocarbures, de cette matière organique, pour donner de la chaleur, ou des centrales pour donner de l'électricité, ou pour l'industrie chimique, pour la synthèse organique, toutes ces molécules peuvent être utilisées pour faire des molécules plus élaborées. Voilà un peu le principe. Alors, évidemment, si on regarde où est-ce que ça se fait, des choses comme ça, eh bien, très directement, et j'ai dans le passé développé, essayé de faire comprendre ce que c'était la photosynthèse. Ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est juste vous rappeler qu'effectivement, ces processus de stockage d'énergie utilisant le carbone, enfin d'énergie solaire utilisant le carbone, c'est évidemment dans la nature le phénomène de photosynthèse.
qui est mise en œuvre par des plantes, par des microalgues, par des cyanobactéries, etc., etc. Et comme vous le voyez, il y a quand même une quantité importante d'énergie, de puissance qui est stockée. Vous voyez, sur les 100 000 térawatts dont je parlais du Soleil, vous avez une centaine de térawatts qui est produit, qui est stocké sous forme de biomasse. De sorte que, par un raisonnement simpliste, on pourrait dire que si l'humanité a besoin d'une vingtaine ou de 25 térawatts de puissance, on a tout ici. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, et donc il faut... vous allez voir qu'il y a un certain nombre de problèmes à considérer que tout est là. Une partie est là, certainement. Dans l'avenir, la biomasse servira. Mais il y a des problèmes. Un des problèmes, vous allez le voir, c'est que si l'efficacité théorique est de 10%, et je n'explique pas pourquoi, de la photosynthèse, en réalité, les rendements sont beaucoup plus faibles dans les organismes vivants, et en particulier pour les plantes, c'est largement en dessous de 1% de rendement, c'est-à-dire le rendement entre la quantité stockée dans les molécules de la biomasse sur la quantité d'énergie solaire qui a été utilisée. Mais à nouveau, c'est le même schéma, mais appliqué au système vivant. Le système vivant fait exactement ça. Conversion du CO2, ça c'est la photosynthèse, hein, du CO2 et de l'eau en biomasse. Ici, c'est une molécule de glucose pour illustrer cette biomasse. Donc là, grâce à l'énergie solaire, stockage de l'énergie solaire dans cette biomasse. Là, les transformations qui sont mises en œuvre sont d'une très très grande complexité. C'est ainsi que le système vivant élabore des molécules carbonées d'une très grande complexité, qui constituent la base moléculaire du vivant, et ces molécules, évidemment, stockant l'énergie, peuvent être utilisées pour redonner leur énergie à travers la mise en œuvre de tous les métabolismes, de toutes les biosynthèses, et pour ce qui nous concerne, c'est de là que nous tirons notre énergie à travers l'alimentation, la respiration. Voilà le schéma général. Alors, voilà d'une façon très très simplifiée, et je rentre maintenant dans le cœur du sujet dont je voulais parler. Est-ce qu'on peut donc, en effet, utiliser ce schéma de transformation du CO2 en molécules stockant de l'énergie solaire? Et en gros, voilà comment je résume les choses. Évidemment, il y a les plantes et toute la biomasse, donc toutes les molécules contenues dans ces plantes, et là on parle de biocarburants et de génération 1 et de génération 2. Je ne vais pas parler de génération 1 parce que, comme vous le savez, ce n'est plus à l'ordre du jour, même si il y a encore des pays comme le Brésil, comme les États-Unis, qui ont du bioéthanol qui viennent de plantes. Où est-ce qu'on en est des micro-organismes photosynthétiques? Donc là, c'est des systèmes qui ont été élaborés au cours de l'évolution pour avoir cette capacité de photosynthèse. Donc, c'est des usines cellulaires qui ont tout, qui ont à la fois le stockage, la capture de l'énergie solaire, qui ont la capacité de transformer cette énergie solaire en énergie chimique et pour donner des molécules. Et donc, on peut imaginer faire des biocarburants à partir de ces micro-organismes photosynthétiques, les plus connus étant les algues, les microalgues, et là, on parle de troisième génération. Je vais très rapidement parler, parce que j'en ai déjà parlé, mais de la stratégie photosynthèse artificielle et la notion de feuilles artificielles. Et puis, je vais finir, et ça sera la plus grosse partie, je pense, avec ces micro-organismes. Alors, on peut parler d'électrobiocarburants, qui va faire la transition avec Alain Bergel. Électrobiocarburants, où là, on utilise des micro-organismes qui ne sont pas photosynthétiques, donc qui n'ont pas cette capacité de tirer l'énergie du soleil, mais donc à qui il faut fournir, mais qui restent des usines cellulaires, parce que à partir du moment, et en particulier pour les micro-organismes qui sont capables d'utiliser le CO2 comme source de carbone, et il en existe sur la planète,
évidemment, il faut leur apporter de l'énergie. Et cette énergie, comme vous allez le voir, on peut leur apporter sous forme d'électricité, et on va parler d'électrodes, ou sous forme de produits d'électrolyse, de l'hydrogène, de l'acide formique, enfin, etc., etc. Et cette électricité, évidemment, si on veut ramener ça au soleil, je parle d'électrodes, mais dans ce cas-là, évidemment, on pense à une première étape de conversion d'énergie solaire en énergie électrique par le photovoltaïque et ensuite utilisation de cette énergie électrique. Donc voilà à peu près les quatre schémas. C'est représenté d'une certaine façon ici. Vous avez à gauche eh bien, la stratégie micro-organisme photosynthétique, c'est-à-dire que vous avez tout ici, vous avez à la fois la capacité de faire de la séparation de charge résultant de la capture de photons solaires et utilisation de ces électrons pour fixer le CO2 et produire tout un tas de molécules. Vous avez l'autre extrême ici, où il s'agit de feuilles artificielles, eh bien, où il n'y a que de la chimie. Vous avez des dispositifs, par exemple photovoltaïques, éoliens, etc. Vous produisez de l'électricité, vous faites de l'électrolyse, vous produisez des molécules carbonées, par exemple, donc de la réduction du CO2, de type monoxyde de carbone, méthane, méthanol, enfin, etc., etc. Et vous utilisez, et ensuite, voilà, ces molécules sont là, disponibles, actives, plus actives que le CO2, pour faire de la chimie. Et puis vous avez au milieu, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, vous avez au milieu une stratégie intermédiaire où vous utilisez des micro-organismes qui ne sont pas photosynthétiques et qui vont utiliser des électrons ou des molécules issues de l'électrolyse qui vont permettre à ces organismes d'avoir l'énergie suffisante et d'utiliser leur métabolisme, leur biosynthèse pour faire quelque chose d'utile. Et l'intérêt de cette stratégie, c'est que, enfin, de ces stratégies, c'est que, voilà, on peut utiliser, y compris des organismes non photosynthétiques, et que, contrairement à ce système chimique qui est à la fois plus simple et peut-être et donc moins élaboré, et voyez la nature des molécules qu'on produit, qui sont relativement simples, à l'inverse, grâce à la puissance de la biologie synthétique, de l'ingénierie métabolique, cette usine cellulaire peut être manipulée pour faire des molécules beaucoup plus élaborées. Voilà. Un autre avantage de cette stratégie dont on va parler aujourd'hui par rapport à la stratégie micro-organismes photosynthétiques, c'est que, à nouveau, les rendements sont faibles ici à cause du mauvais rendement de la photosynthèse. Ici, eh bien, voilà, la conversion photovoltaïque peut être, en fonction des technologies utilisées, entre 10 et 40%. Donc, on peut consacrer, vous voyez, pratiquement 10 fois moins de surface, théoriquement, avec une stratégie de ce type-là, quand on parle d'organismes. Voilà. Alors, très rapidement, les biocarburants, les plantes, alors comme vous le savez, je ne parle pas de la première génération, je veux rappeler simplement qu'en ce qui concerne la deuxième génération, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à travailler, à la fois sur le plan fondamental et sur le plan appliqué, parce qu'il reste évidemment à comprendre comment on pourrait utiliser la quantité massive de sucre présent dans la cellulose, l'hémicellulose et peut-être même la lignine, qui sont tous ces polymères extrêmement résistants à la transformation chimique, qui sont présents dans les plantes. Et si on arrive à faire ça avec des plantes dédiées à la production de biocarburants, on peut aller jusqu'à la production d'hydrocarbures qui peuvent être mélangés au gazole. On peut produire de l'éthanol qui peut être mélangé à l'essence et on peut y compris produire de l'hydrogène. Donc ça, il y a beaucoup de travaux là-dessus, je ne vais pas en parler plus. Sur les biocarburants de troisième génération,
Là, ce ne sont plus les plantes, mais ce sont les microalgues et les cyanobactéries. Donc là, c'est aussi des choses dont on a parlé beaucoup, dont on parle encore. Me semble-t-il un peu moins. La stratégie, c'est évidemment d'avoir des champs comme ça de culture de microalgues qui n'ont besoin que d'eau, de CO2 et de soleil pour produire des lipides qui sont ensuite peuvent être utilisés pour faire des biodiesels. L'intérêt de cette troisième génération, c'est que les rendements sont nettement supérieurs à celui des plantes, comme je vous l'ai dit. On peut arriver jusqu'à 4-5% de rendement. La moitié de la fixation de CO2 sur la Terre, ce sont ces microalgues. Et d'une certaine façon, il n'y a pas de compétition avec la production alimentaire. On peut à la fois continuer à faire pousser des aliments pour les hommes et les animaux et en même temps faire cultiver des microalgues pour la production de carburant. Voilà, donc ça c'est des... Voilà. Alors, simplement, chaque fois je donne cet exemple, c'est un sujet qui est compliqué aussi, mais malgré tout qui a eu pas mal d'engouement il y a quelques années, de sorte qu'il y a des grosses entreprises qui se sont lancées dans la production de carburant à partir des microalgues. Et je cite ce cas-là, mais je pourrais en citer d'autres. Je le cite parce que c'est la compagnie Exxon, la grande compagnie américaine pétrolière, qui, vous voyez, en 2009, annonçait à grands cris d'articles dans la presse spécialisée qu'elle investit dans les biocarburants à base d'algues. Vous voyez, en parlant d'investissement de 600 millions de dollars pour faire des biocarburants à partir d'algues. Et puis, 4 ans plus tard, Exxon annonce qu'ils ont investi 100 millions de dollars, pas 600 mais 100, et ils arrêtent d'une certaine façon après 4 ans de travail qui a échoué à produire des résultats économiquement valables. Donc c'est assez compliqué de passer à une échelle industrielle. Voilà, donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Je cite ce papier très très intéressant de Hartmut Michel, qui est prix Nobel de chimie. Vous voyez un papier, voilà, le titre c'est The Nonsense of Biofuels, le non-sens des biocarburants, qui est essentiellement basé sur cette idée que les rendements sont tellement faibles qu'il faut y consacrer des surfaces très très importantes. Et voilà, par exemple, dans le cas du transport, un petit calcul. Si vous comparez, bon, actuellement, vous voyez, alors c'est pas que c'est 16 terawatts total. Vous avez à peu près 3 terawatts de puissance qui concernent le transport uniquement. Vous voyez, sur les 16, il y a 3 pour le transport sur la planète. Donc le transport, c'est essentiellement le pétrole aujourd'hui. Les biocarburants, vous voyez, ce n'est que 5%, oui, c'est ça. Et donc, si on compare une stratégie qui est soleil, biocarburant, moteur en combustion à une stratégie qui est soleil, photovoltaïque, batterie électrique, moteur électrique, avec des rendements à chaque étape, eh bien, on s'aperçoit que la première stratégie demande 500 fois plus de surface que la seconde. Mais malgré cela, malgré ce type de calcul, il reste encore cette idée qu'on pourrait faire des biocarburants. Pourquoi ? Parce que, évidemment, comme vous l'avez vu, la biomasse est abondante. Donc on se dit quand même, si on pouvait récupérer les carburants de cette biomasse. Le stockage par les batteries, comme vous le savez, ce n'est pas encore optimum. La densité énergétique massique est faible. Et donc, vous voyez, toutes les questions d'autonomie, de poids des batteries, enfin, etc., posent des problèmes. Et comme ça, au premier degré, on a l'impression que la réponse va plutôt du côté des biocarburants, alors qu'en réalité, c'est très critiquable, de mon point de vue. Alors, il y a beaucoup de choses sur est-ce qu'on peut améliorer le rendement, enfin beaucoup, non, il y a un peu de choses sur est-ce qu'on peut améliorer le rendement de la photosynthèse naturelle.
Alors, il y a eu des efforts là-dedans, sans succès pratiquement, mais ça peut être une voie de recherche intéressante, à la fois sur le plan, évidemment, de visée applicative, mais aussi sur le plan fondamental. On peut, par exemple, essayer d'améliorer l'activité de la Rubisco. La Rubisco, c'est cette enzyme dont j'ai déjà parlé dans le passé, qui fixe le CO2 et l'insère dans des molécules organiques pour rentrer ce carbone dans le métabolisme cellulaire. C'est une enzyme qui n'est pas très efficace, très abondante à la surface de la Terre. Je crois qu'on dit que c'est l'enzyme la plus abondante à la surface de la Terre, mais elle est peut-être abondante aussi parce qu'elle est assez peu efficace en termes de cinétique et de rendement. Et donc, voilà, on peut faire de la biologie moléculaire sur ces systèmes. Il y en a énormément de travaux qui ont été faits là-dessus pour relativement peu de résultats. Donc, ce n'est pas si facile que ça. On peut aussi améliorer la capture des photons. Ceci a été discuté de façon très intéressante dans cet article, Science. Alors, ça peut être, et là, c'est de la biologie moléculaire. On peut manipuler les gènes des antennes qui captent l'énergie solaire en touchant à leur taille. On peut modifier les chlorophylles et on peut faire de la biologie synthétique sur ces systèmes de capture de photons. Ici, vous voyez que vous avez le spectre solaire en noir. Vous voyez que, par exemple, dans Synecocystis, qui est une cyanobactérie, vous voyez ici que vous ne collectez que cette partie-là du Soleil, vous ne collectez rien derrière, alors qu'avec un système de type silicium, vous allez beaucoup plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la photosynthèse naturelle, vous avez deux systèmes de collecte de photons, qui sont le photosystème 2 et le photosystème 1. À nouveau, si ça ne vous dit rien, je vous demande de vous référer à ce que j'ai raconté dans les années précédentes, qui sont, vous le savez, accessibles sur le site web du collège. Et en fait, ces deux photosystèmes absorbent à peu près les mêmes photons. Alors, ça paraît curieux. Pourquoi la nature a fait ça? Bon, vous savez, la nature n'a pas été construite, comme nous souhaitons le faire nous, pour produire des biocarburants. Donc c'est pour plein d'autres objectifs. Donc il y a de bonnes raisons pour lesquelles c'est ainsi. Mais dans une perspective de manipuler le système de la photosynthèse, on peut essayer de manipuler, par exemple, le deuxième photosystème, le photosystème 1, pour modifier sa bande interdite, ce qu'on appelle le band gap, pour le faire plus petit et pour le faire beaucoup plus complémentaire du photosystème 2, de sorte qu'on pourrait élargir la collecte du spectre solaire, puisque le spectre solaire, puisque les fameux 10% théoriques que j'annonçais tout à l'heure sont dus au fait qu'il y a déjà seulement un tiers du spectre solaire qui est collecté par le système naturel. Donc, on peut faire des choses comme ça. Vous vous souvenez peut-être la semaine dernière, j'ai parlé de nanobionique et j'ai parlé de ce travail où on pouvait faire des organismes maintenant, pas génétiquement, mais chimiquement modifiés, où des gens avaient introduit des nanotubes de carbone dans des chloroplastes et des plantes et qui stimulaient l'activité de transfert d'électrons et de photosynthèse. Quelques mots sur la feuille artificielle. La feuille artificielle, c'est l'idée qu'on peut s'inspirer de la photosynthèse naturelle pour faire de la photosynthèse artificielle à travers la mise au point d'un dispositif qui est globalement, qui fonctionne un peu comme le système photosynthétique, qui est une anode, donc une cellule photoélectrochimique dans laquelle vous avez une anode qui prend certains photons du Soleil. Évidemment, il faut un semi-conducteur ici qui excite les électrons, donc séparation de charge. Les trous permettent l'oxydation de l'eau en oxygène. Les électrons excités circulent jusqu'à la cathode. Souvent, il faut une photocathode qui réénergise les électrons qui sont utilisés pour faire la réduction du CO2 en quelque chose d'utile.
Voilà l'idée. Alors, quelques mots... non, ça, j'ai pas le temps. Quelques cellules photoélectrochimiques. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment dans la littérature, et elles sont récentes. Donc c'est un problème, alors c'est un problème passionnant, c'est un problème sur lequel, dans mon laboratoire, plusieurs chercheurs travaillent. Et donc ici, je vous résume quelques systèmes, pratiquement ce sont les seuls, qui sont mis en œuvre. Ici, vous avez un système dans lequel vous avez une photocathode avec un semi-conducteur oxyde de nickel. Vous avez une porphyrine de zinc qui est un photosensibilisateur. Alors c'est un semi-conducteur de type P. Vous avez un photosensibilisateur qui est une porphyrine de zinc et vous avez un catalyseur moléculaire qui est assez connu, qui est un complexe de rhénium. Et le principe, c'est que vous avez une excitation de la porphyrine de zinc, des électrons qui viennent du nickel oxyde pour compléter le trou, ici, les électrons qui sont suffisamment énergétiques pour réduire le CO2 grâce à ce catalyseur. Évidemment, il faut des catalyseurs pour faire ce type de réaction, je l'ai déjà dit dans des cours précédents. Les électrons, d'où ils viennent? Ils viennent d'une contre-électrode. Il s'avère que cette contre-électrode ici est en platine, ce qui n'est pas idéal. Et comme vous le voyez, en gros, il y a des rendements faradiques dans des systèmes comme ça qui sont faibles, des turnovers qui sont faibles, et vous voyez des photocourants qui sont faibles et des rendements de type, enfin des rendements énergie stockée sur énergie lumineuse utilisée qui sont, vous voyez, de l'ordre de 1%. Ça, c'est un système qui est sorti récemment, toujours avec le même catalyseur, qui est très utilisé, hein, qui est pas idéal, mais c'est un des très bons catalyseurs. Ça, c'est un travail qui a été fait par Michael Gretzel à l'EPFL en Suisse. Vous voyez, c'est sorti en 2016. Donc là, c'est une structure où vous utilisez un oxyde de cuivre comme photosensibilisateur. Et cette photocathode, bon, il y a des couches pour protéger la photocathode de la corrosion et pour aussi permettre l'accrochage du complexe avec des phosphonates qui s'accrochent sur les surfaces de TiO2. Et voilà, en fait, vous avez donc des photocourants qui sont assez intéressants, vous voyez, de l'ordre de 2 mA par cm². Dans la littérature, c'est très élevé pour une photoélectrode. Bon, le problème, c'est que vous voyez, vous perdez le courant avec le temps, donc ce n'est pas une photoélectrode stable. Et vous avez des bons rendements faradiques. Ça, c'est des rendements faradiques. Et c'est un système qui produit du monoxyde de carbone. En 2013, un système, je dirais, voilà, un peu plus complexe. Il n'y a pas de platine. Et là, c'est le même système. Hein. Vous avez à l'anode un semi-conducteur de type oxyde mixte de strontium et de titane. À la cathode, du phosphure d'indium dopé au zinc. Et les catalyseurs, c'est un complexe de ruthénium. Et vous voyez que là, les rendements sont de l'ordre de 0,14%. Donc c'est faible. Dernier système dont je vais parler, c'est le système dans lequel, là aussi, vous avez du platine pour faire l'oxydation de l'eau en oxygène, et vous avez une photocathode, à nouveau, à base de cuivre et d'oxyde mixte de cuivre et de fer. Vous voyez, c'est sorti en 2015, et là, vous avez des rendements de l'ordre de 1%. On est dans le domaine de la photosynthèse naturelle. Il y a beaucoup d'inconvénients, en particulier le fait que dans tous ces systèmes, il y a toujours un métal noble, ruthénium, platine, rhénium, enfin, etc. Et donc, ce sont des systèmes qui, à la fin, vont coûter cher, et il faut passer à des systèmes qui ont des métaux non nobles. Il y a une autre façon de faire, plutôt que d'avoir des cellules photoélectrochimiques tout intégrées, vous pouvez
Pensez à un système beaucoup plus simple où vous avez un panneau photovoltaïque, vous convertissez l'énergie solaire en électricité que vous mettez dans un électrolyseur et vous faites de la réduction du CO2 et de l'oxydation de l'eau. Et là, c'est par exemple ce qui a toujours le même Michael Gretzel en 2015 a fait un système, un des tout premiers. Il utilise des panneaux photovoltaïques à base de perovskite, qui est un matériau très, très à la mode en ce moment. Mais là aussi, malheureusement, de l'iridium, de l'or sur les électrodes, et il y a vraiment une nécessité de passer à des métaux non nobles. Voilà, donc ça c'était la feuille artificielle. Et maintenant je passe à ce système où l'on couple de la chimie, enfin la physique et de la chimie, à partir de conversion d'énergie solaire ou éolien en électricité et utilisation de cette électricité pour fournir de l'énergie à des micro-organismes. Alors, pourquoi c'est si intéressant de passer à ces micro-organismes? Donc, comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des usines cellulaires tout à fait impressionnantes qui ont la capacité de produire tout un tas de molécules naturellement, qui sont tout à fait utiles. Le CO2 rentre dans le système et vous avez différentes voies métaboliques qui peuvent conduire via l'acétyl-CoA à de l'acétate, via le pyruvate à tout un tas de molécules de type éthanol, butanediol, 3-méthylbutanol, isobutanol, enfin, etc., etc. Et puis, via ici l'acétyl-CoA aussi, des composés de type lipides, alcanes, butanol, etc. Et même éthylène ici. Voilà. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, mais néanmoins, c'est juste pour vous montrer la diversité de cette chimie. Et donc, l'idée, c'est profitons de cette usine cellulaire, profitons de cette capacité métabolique biosynthétique. Et donc, quand on veut faire ça, il faut donc utiliser des... Donc, ces organismes ne sont plus photosynthétiques, hein, ceux dont je vais parler maintenant. Ce sont des acétogènes, des méthanogènes, qui sont des anaérobes, mais aussi des organismes aérobies. Et donc, bien sûr, ce qu'il faut, c'est que ces organismes soient capables de fonctionner sur du CO2, de tirer leur carbone du CO2. Et on choisit évidemment les organismes qui sont doués de cette propriété-là. Et en gros, pour simplifier, il y a deux types de stratégies. Soit vous fixez le microbe à la surface d'électrodes, donc vous faites des films de microbes qui sont à la surface d'électrodes, et là il y a un transfert direct, alors qui n'est pas simple, hein, puisque c'est une interface compliquée entre un solide, une surface d'électrode, un solide, et une membrane d'organisme. Et ensuite, là, il y a l'usine cellulaire qui fonctionne. Soit vous faites de l'électrolyse d'un produit, ça peut être de l'eau, ça peut être du CO2 directement, et vous produisez, ici c'est le cas de l'hydrogène, des molécules où l'énergie électrique, enfin qui contiennent l'énergie électrique stockée dans les liaisons, ici c'est l'hydrogène par exemple, et cette énergie est utilisée par le microbe. Donc le microbe là n'est pas accroché sur l'électrode. Et évidemment, il faut aussi que ce soit des organismes qui soient capables de récupérer les électrons dans l'hydrogène. Ça, c'est une autre façon de représenter les choses. Vous voyez, on pense donc à des systèmes où il y a toujours une anode ou une photoanode, hein, pour fournir les électrons. À nouveau, ça peut être une cellule photoélectrochimique ou ça peut être un couplage photovoltaïque électrolyseur, et les électrons ensuite sont soit directement envoyés à la bactérie, soit envoyés à des substrats, vous voyez, protons pour faire de l'hydrogène, CO2 pour faire du formiate, et ensuite ce formiate et cet hydrogène sont utilisés par des bactéries pour produire quelque chose. On peut travailler dans certaines conditions en aérobiose. Le problème ici, c'est qu'en aérobiose, vous avez une quantité importante d'électrons qui partent dans l'oxygène, et donc vous n'avez... voilà, et donc
et vous avez une grosse partie de biomasse qui est produite à partir de ces électrons par rapport aux composés que vous recherchez. Il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de comprendre comment se passait ce transfert d'électrons entre une électrode et une bactérie. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a des cytochromes qui jouent un rôle important, qui peuvent acquérir directement, vous voyez, à la surface de la membrane, les électrons de la cathode. Et ensuite, via toute une chaîne de transfert d'électrons, passer à des accepteurs d'électrons. Il y a aussi des systèmes dans lesquels des hydrogénases interviennent pour faire ce transfert d'électrons. Bon, mais il y aurait trop de choses à raconter sur ça, je veux pas. Et là, je voudrais terminer sur quelques exemples. Et je voudrais commencer par exemple, ce qui a été fait, vous voyez récemment, ça a été publié dans Science en 2012. Là, ce sont des résultats très très récents. Voilà, ce sont des stratégies qui apparaissent de plus en plus, et vous allez voir un peu où on en est avec ce qui me semble être des exemples forts. Et j'imagine qu'Alain nous racontera d'autres histoires là-dessus. Voilà, donc je parle de ce travail. L'idée, c'est, donc ça va être des organismes de la famille Ralstonia qui ont la capacité de pousser sur de l'acide formique, de prendre de l'acide formique. Donc l'idée, c'est on électroréduit le CO2 en acide formique, et puis on utilise cet acide formique comme source d'énergie. Enfin, vous vous souvenez peut-être, ou alors je redis que l'acide formique, c'est en fait de l'hydrogène plus du CO2, donc c'est l'équivalent d'hydrogène. Donc c'est effectivement une source d'énergie, d'électrons. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a donné l'énergie sous forme d'acide formique, l'organisme est capable de prendre son carbone du CO2 et de le transformer en ce qu'on veut. Ici, ce sont des alcools. Donc, il y a eu de l'ingénierie métabolique qui a été faite sur cette souche. Et comme vous allez le voir, il faut évidemment mettre du courant sur une bactérie. Ce n'est pas toujours très bon pour la bactérie et ça pose un certain nombre de problèmes que les gens essayent de résoudre. Ici, voilà, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est typiquement, enfin, connaissant le métabolisme, ce que les gens ont fait, c'est que, donc vous voyez, le CO2 est capturé ici pour aller jusqu'au pyruvate. Ce pyruvate, c'est d'une part une voie vers un polymère de stockage de carbone qui est le polyhydroxybutyrate. Et ça, évidemment, il faut éviter que ça aille là. Donc, ce qui a été fait, c'est d'inactiver les gènes PHA qui vont vers le polyhydroxybutyrate. Vous voyez ici, c'est une cassette qui inactive ces trois gènes. Et ici, c'est deux gènes qui sont remplacés par des enzymes d'autres organismes. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans la biologie synthétique, qui, au contraire, aident à aller vers, de favoriser la voie vers la valine, et ici vers le céto-isovalérate. Vous voyez, ILFC, ILFD, ALSS, c'est donc ce qu'on voit ici dans cet opéron. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez aller ici dans la voie leucine vers le 2-céto-isocaproate. Et ces deux composés-là sont, si on leur donne, si on surexprime cette enzyme KIVD et cet alcool déshydrogénase YQHD qui sont ici, eh bien, on pousse le système vers la production d'isobutanol et de méthylbutanol. Voilà, donc ça c'est simplement la manipulation des gènes pour aller vers le produit. Voilà. Et lorsqu'on donne à ces bactéries mutées une source d'énergie de type acide formique, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une bonne production en verre. Donc la bactérie pousse, et puis on a une bonne production d'alcool répartie comme ça. Vous voyez donc plusieurs grammes par litre de ces alcools. Bon, c'est la démarche générale utilisée. Là, il n'y a pas d'électricité pour le moment, on a donné de l'acide formique. Et en fait, quand on met maintenant des électrodes, d'ailleurs un système d'électrolyse avec ici, vous voyez, une cathode à base d'indium qui fait de la réduction du CO2 en acide formique et que les bactéries qui ne sont pas accrochées à la cathode
donc qui sont dans un milieu de culture, reçoivent cet acide formique, normalement, il devrait se passer la même chose que lorsqu'on n'a que de l'acide formique, mais produit électrochimiquement, ça pousse moins bien. Vous voyez, ici, ça pousse, et puis dès qu'on met de l'électricité, ça s'arrête, puis ça repart. Bon. Donc il y a un problème avec le courant qu'on lui met, et en fait, ces gens-là ont compris qu'il y avait une production de superoxyde et d'oxyde nitrique. Ceci est révélé par la surexpression. Ce sont des marqueurs qui montrent effectivement la production de ces espèces. Il y a une surexpression d'une superoxyde dismutase et puis d'une enzyme qui détruit le NO. Et donc, finalement, par une ingénierie de cette cellule, et peut-être qu'Alain aussi va nous parler d'ingénierie des cellules pour régler ce type de problème. Donc il y a ici une coupe en céramique qui en fait empêche ces produits-là de passer à la cathode et d'inactiver la bactérie, de sorte qu'à ce moment-là, on peut en effet utiliser un système électrochimique, donc qui peut être couplé à un photovoltaïque en amont, et vous voyez, ça pousse, c'est en bleu, et on produit ces alcools dans une proportion un peu différente, mais voilà. Donc, ingénierie des systèmes électrochimiques et association d'électrochimie avec de la biologie synthétique, de l'ingénierie métabolique. Autre exemple, en 2015, alors j'en parle parce que là, ce sont des systèmes qu'on connaît bien. C'est ici la synthèse d'isopropanol à partir de bactéries de type Ralstonia, où l'énergie est donnée par de l'hydrogène. Ici, ce n'est pas de l'acide formique, mais c'est de l'hydrogène. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est une bactérie qui est capable de prendre du CO2 pour faire de la biomasse et qui est capable de récupérer les électrons de l'hydrogène parce que ces bactéries ont dans la membrane des systèmes de type hydrogénase qui sont capables de transformer, donc de récupérer les électrons de l'hydrogène et de les donner, de les intégrer dans le métabolisme. Et donc il suffit, en gros, entre guillemets, d'avoir un système électrochimique qui fait de la décomposition de l'eau, de la décomposition électrochimique de l'eau en oxygène et en hydrogène. Et là, c'est un système dans lequel vous avez une anode où vous avez du cobalt, à base de cobalt, d'oxyde de cobalt, phosphate, oxyde de cobalt, qui fait de l'oxydation de l'eau en oxygène. Les électrons, ici, arrivent donc vous appliquez un potentiel sur un catalyseur. Vous voyez, l'intérêt ici, c'est qu'il n'y a pas un seul métal noble, et c'était l'objectif de ce travail, c'est de montrer que c'est possible avec des métaux non nobles. Et ici, c'est un catalyseur à base de nickel, molybdène, zinc, pour la réduction des protons, la réduction de l'eau en hydrogène. Et ensuite, cet hydrogène, vous voyez, il y a des bactéries là-dedans, cet hydrogène est utilisé pour transformer les électrons et le CO2 en isopropanol. Alors évidemment, si on prend la bactérie comme ça, la quantité d'isopropanol va être très faible ou nulle, donc il faut là aussi manipuler le micro-organisme pour permettre au système d'aller spécifiquement vers l'isopropanol. L'intérêt, c'est qu'avec des catalyseurs comme ça, à pH 7, qui fonctionnent bien à pH 7, on a la possibilité d'avoir des surtensions faibles. Évidemment, il faut travailler à pH 7. Les systèmes les meilleurs sont les systèmes à base de métaux nobles, sauf qu'ils travaillent à pH acide, et on ne peut pas mettre des bactéries à pH trop acide. Et si vous mettez du platine à pH 7, à ce moment-là, vous avez des surtensions beaucoup plus grandes. Donc, le fait d'avoir des métaux non nobles a un intérêt à la fois parce que ce sont des métaux non nobles, donc c'est des systèmes moins chers et plus durables, et en même temps parce que vous pouvez atteindre des surtensions beaucoup plus faibles. Ici, c'est juste pour rappeler qu'en fait, ce système avait été utilisé auparavant par Dan Nocera à Harvard, qui avait été un pionnier dans le domaine de la feuille artificielle. C'est lui, d'ailleurs, le premier, je crois, qui a utilisé ce terme, puisqu'il avait il avait montré qu'il était possible de déposer
ce catalyseur et cet autre catalyseur sur une jonction à base de silicium, et de l'éclairer et de faire de l'hydrogène. Voilà. Et donc c'est ça qui a été utilisé dans le contexte précédent. Juste pour vous montrer que, en fait, pour faire un courant de 4 mA par centimètre carré, qui va aller pour électrolyser, vous avez une surtension qui n'est, entre guillemets, que de 2,5 volts. Bon, vous vous souvenez peut-être que pour la valeur thermodynamique sans surtension pour décomposer l'eau, c'est 1,23 volts. Bon, il faut quand même aller jusqu'à 2,5 volts. Donc, on perd pratiquement 50% de l'énergie, hein, puisque le supplément, il est perdu. Néanmoins, on n'échappe pas à ça assez souvent, parce que vous avez une résistivité de la solution, vous avez évidemment les 0,82 d'un côté et les 0,41 de l'autre, le tout faisant 1,23 au pH où on travaille. Et puis vous avez en plus des surtensions à la cathode et des surtensions à l'anode. Donc ça fait autour de 2,5 volts. Et il faut 2,5 volts pour produire de l'hydrogène, sinon vous n'en produisez pas, de sorte que, effectivement, si vous êtes en dessous de 2,5 volts, vous voyez, la bactérie ne pousse pas parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. En fait, elle ne pousse pas non seulement parce qu'elle n'a pas d'hydrogène, mais aussi parce que, comme vous ne réduisez pas les protons, vous réduisez de l'oxygène, vous faites des radicaux oxygénés, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, dès que vous passez au-dessus de 2,5 volts, vous voyez, ça pousse. Et ça se voit ici, les bactéries sont vivantes, elles ne le sont pas à des potentiels plus bas. Bon, simplement, ce qui a été montré ici par ce travail, c'est que, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, si vous rajoutez de la catalase dans ces milieux, vous observez que ça pousse même à des potentiels plus bas. En fait, ça prouve simplement qu'en effet, vous produisez de l'eau oxygénée qui est toxique pour la cellule. Voilà, donc ici, eh bien dans ce travail, je ne rentre pas dans le détail, mais même stratégie, on manipule la bactérie pour éviter d'aller vers le polyhydroxybutyrate, pour pousser jusqu'à l'acétone, qui ensuite, à l'aide d'une alcool déshydrogénase, donne l'isopropanol. Donc voilà, tous ces gènes ont été introduits ou modifiés, et à la fin, vous avez un système qui pousse bien, et qui produit de l'isopropanol à des taux relativement intéressants. Et vous voyez, les rendements électrochimiques sont de l'ordre de 2 à 4% en isopropanol, ce qui fait, si vous imaginez que vous avez un panneau photovoltaïque qui donne cette électricité à 18%, vous arrivez de l'ordre de 1%, bon, qui est à nouveau à peu près la même chose que la photosynthèse naturelle. Voilà donc à peu près où on en est. Ici, je vous ai montré des systèmes dans lesquels les bactéries n'étaient pas accrochées à la surface, mais voilà un autre travail avec un acétogène qui s'appelle Sporomusa ovata. Et là, vous voyez, sur la surface de l'électrode, donc voilà le système. Vous avez à nouveau une photoanode pour l'oxydation. Et sur la cathode, ici, les électrons arrivent et vous avez un acétogène, c'est un acétogène. Vous avez les bactéries accrochées sur la surface, vous le voyez ici hein, par analyse microscopique. Et ici, cette réaction, ce système réduit le CO2 en acide acétique, donc vous produisez de l'acide acétique, production d'acétate avec voilà, 86% de rendement, ce qui est tout à fait remarquable. C'est ce qu'on voit dans ces datas, mais voilà, le résultat de l'analyse de ces données, c'est 86% avec des systèmes comme ça. Et puis, dernier système dont je voudrais parler, c'est un système très, très intéressant. Là aussi, très récent, vous voyez, 2015. Vous avez donc une photoanode, une partie de l'énergie solaire. Donc là, jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est surtout de l'électrolyse. Là, il me semble, à ma connaissance, que c'est le premier système la première cellule photoélectrochimique faite avec des catalyseurs de type bactérien. Et donc, vous avez ici des nanotubes d'oxyde de titane
c'est par là que rentre l'énergie solaire, et c'est fait exprès parce que les oxydes de titane collectent les photons ultraviolets, et il vaut mieux éviter de balancer des ultraviolets sur des organismes vivants. Et puis le reste du spectre solaire arrive sur une photocathode. Alors cette photocathode, ce sont des nanotubes de silicium sur lesquels on a fait pousser des films de cette bactérie. D'ailleurs, je crois que c'est la même, Sporomusa. Et ici, donc, à l'anode, vous avez toujours l'oxydation de l'eau en oxygène, les électrons qui arrivent ici, et ici, vous avez de la réduction, enfin, les électrons qui alimentent directement les bactéries et qui transforment avec cette énergie le CO2 qu'elles arrivent à récupérer en acide acétique. Et dans ce travail-là, non seulement on a montré la production d'acide acétique, mais on a couplé ce système à des bactéries à une deuxième souche de bactéries qui ont été manipulées pour utiliser cet acide acétique produit par cette cellule photoélectrochimique pour produire des composés utiles de type carburant, polymère et même des composés très élaborés de type médicaments. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je redis ça. C'est une photocathode à base de nanophiles de silicium. C'est un acétogène donc anaérobe strict. Alors en fait, je vais montrer qu'on peut y compris travailler en aérobiose avec un anaérobe strict parce que à la base de ces nanophiles, si on dépose un peu de platine, on a la réduction de l'oxygène et donc on rend le bas du nanophile anaérobie et donc ça fonctionne. Donc ici, voilà la réaction qui est catalysée. Vous voyez ici les nanophiles de silicium sur lesquels on voit des bactéries. Et donc vous avez des courants de l'ordre de 0,3 mA par cm² chaque fois que vous mettez de la lumière. Donc c'est bien une réaction qui est photodépendante. Vous voyez que ça tourne quand même pendant un temps significatif. Vous avez des rendements en acétate, des rendements faradiques qui sont très importants. Ici, on rajoute du CO2 et ça repart. Donc on peut avoir des rendements faradiques. Les électrons, là je ne parle pas de rendement par rapport au Soleil, mais les électrons qui ont été introduits dans la bactérie sont presque totalement utilisés pour produire de l'acétate. Ça, c'est juste pour montrer que même en aérobiose, vous voyez ici sur le haut du nanophile, c'est en aérobiose, mais ça devient anaérobie au bas du nanophile, et donc on peut y compris utiliser ces acétogènes anaérobies. Ici, les rendements, vous voyez, en anaérobiose, c'est la même expérience. Là, on atteint 90%. On passe en milieu oxygéné. Vous voyez, bon, les rendements sont un peu moins bons, mais ils restent tout à fait considérables. Voilà. Ensuite, ces gens-là se sont amusés à coupler leurs cellules photoélectrochimiques avec une production avec un autre organisme qui pourrait produire ce type de composé. Alors, vous voyez, donc le principe est le suivant. Vous avez la bactérie acétogène qui récupère donc les électrons du système de la cellule photoélectrochimique sur les nanophiles semi-conducteurs de silicium. La bactérie produit de l'acétate et cet acétate est excrété, est utilisé par une deuxième bactérie qui a été manipulée génétiquement, c'est de Escherichia coli, pour produire soit un composé simple comme le butanol, soit du polyhydroxybutyrate, ce polymère dont je parlais, soit y compris des composés beaucoup plus élaborés de type amorphadienne, qui est le précurseur de l'artémisinine dont j'ai parlé l'année dernière, et puis des composés de type isoprénoïdes, enfin, vous voyez, des composés très élaborés. Et c'est ce qui a été fait dans le même travail. Vous voyez, donc, ce sont différentes souches d'Escherichia coli, donc, dans lequel on a introduit ici en marron
Alors c'est, je ne sais pas si je l'ai quelque part, violet, jaune, marron, voilà. Donc ça c'est des gènes de Ralstonia eutropha qui ont été introduits dans coli pour produire du polyhydroxybutarate. En bleu, vous avez des gènes de Clostridium couplés à des gènes de Treponema pour produire du butanol. C'est toujours de Escherichia coli. Hein. Ici en rouge, c'est Saccharomyces cerevisiae, plus des gènes de coli, je crois ici en noir, pour produire, et puis d'autres gènes ici de différents organismes, en jaune Gossypium, en violet Nicotiana tabacum, parce que ça c'est un produit d'une plante, donc c'est un gène de plante qui a été introduit ici. Et donc vous voyez, avec ce système et couplé avec ces bactéries, donc, on a la capacité non seulement de produire des petites molécules de genre acétate, mais y compris des choses extrêmement, extrêmement complexes. Voilà. C'est ça que je voulais vous raconter aujourd'hui, le contexte général de l'utilisation du CO2 et puis spécifiquement comment construire des dispositifs électrochimiques. Pourquoi électrochimiques? À nouveau parce que l'idée c'est de récupérer l'énergie du soleil. Donc l'électrochimie permet à travers des cellules photoélectrochimiques intégrées ou à partir du couplage PV plus électrolyseur d'utiliser l'énergie solaire. Et l'autre aspect de toute cette démarche-là, c'est en aval d'utiliser ces usines cellulaires magnifiques, particulières, que sont les bactéries, et notamment aujourd'hui dans un contexte où la puissance de la biologie moléculaire, notre capacité à modifier les métabolismes et les biosynthèses à travers la biologie de synthèse et l'ingénierie métabolique nous permet d'aller vers des micro-organismes qui produisent un seul des composés qu'on souhaite. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je vais donc laisser la parole à Alain Bergel.